Bonjour à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive. On est dans le sud avec une météo du nord pour essayer ce nouveau Peugeot 3008, version i3008. C'est la version 100% électrique avant qu'il y arrive plus tard des versions hybrides, une version hybride principalement avec le nouveau moteur 1,2 litre. Je vais vous donner toutes les informations sur toutes les motorisations, toutes les versions électriques et ensuite on va essayer cette voiture sur les petites routes. Ici on va bien sûr comme d'habitude faire tout type de route, la nationale, la ville, de l'autoroute, etc. Et on va voir le débrief conso à la fin. J'avais déjà fait une présentation en studio lors du Reveal, la première mondiale. Cette fois-ci on peut la voir en vrai, on va voir toutes les couleurs. On va voir ce que ça donne. Le nouveau Peugeot 3008, c'est une version 100% électrique qui a pas mal évolué. Nouvelle plateforme, nouvelle batterie, nouveau moteur, tout change sur cette voiture, même à l'intérieur, vous allez voir au niveau de l'écran. Les Peugeot 3008, ils s'en est vendu plus de 1,3 million dans le monde, ce qui est quand même assez énorme. Peugeot ont décidé de faire plus de 6 voitures électriques made in France actuellement. Ça reste quand même un vrai plus. Et pareil, comme on sait maintenant avec les bonus-malus qui ont évolué, le fait que ce soit produit en France ou en Europe, ça va jouer sur cet avantage fiscal qu'on a de la part du gouvernement. Au niveau du prix de cette voiture, elle commence à partir de 44 990 €. Pour la version GT, comme je vous présente aujourd'hui, 46 990 €. C'est un petit peu plus cher que la concurrence, le Scénic qui va être vraiment le concurrent de cette auto. Voiture assez spacieuse, 100% électrique. Là, ils annoncent jusqu'à plus de 700 km en 100% électrique pour la version long range. La version long range qu'on ne pourra pas essayer pour le moment car elles seront produites plus tard avec des plus grosses. Il existera 3 versions en électrique. Aujourd'hui, on vous présente la 210 chevaux avec 343 Nm de couple et une batterie de 73 kWh. La prochaine batterie avec donc le gros pack, ce sera une 98 kWh qui annonce jusqu'à 700 km d'autonomie. Celle-ci est annoncée pour 528 de mémoire. Ensuite, sur les grosses batteries, on aura donc le long range qui aura un seul moteur, comme celle-ci, un moteur traction à l'avant, et il y aura des versions 4 roues motrices avec un moteur avant, un moteur arrière, mais qui seront seulement basées sur le petit pack de batterie. Donc ça amènera plus de puissance, 320 chevaux avec 343 Nm sur le même moteur, plus un moteur à l'arrière avec 160 Nm de couple sur la seconde motorisation. Au niveau de la plateforme, c'est une nouvelle plateforme, c'est la STLA Medium. Donc il y aura la Small pour les petits gabarits, comme on retrouve sur 208, Lancia, Exa, etc. Ensuite, celle-ci, et il y aura peut-être une grosse qui arrivera pour les plateformes comme le 5008, sûrement, qui sera un petit peu dérivée de celle-ci. Au niveau de la vitesse maximum, ce sera 170 km/h, 180 pour la version la plus puissante. Au niveau des 0 à 100, on est un 0 à 100 en 8 secondes 7 sur cette version avec la petite batterie. La grosse batterie avec la même puissance qui sera 230 chevaux au lieu de 210, un poil plus puissant, sera en 8 secondes 9 mais batterie plus grosse donc plus de poids. Et ensuite la version la plus puissante fera un 0 à 100 en 6 secondes 4, ce qui commence à devenir raisonnable. Au niveau du CX, ça a été retravaillé sur cette voiture, ils ont joué sur l'aéro, on peut le voir, donc quasiment tout est plein, on a des flaps ici qui s'ouvrent derrière pour jouer sur l'aérodynamique et on a un CX à 0,28 sur cette auto. Bon, je vous montre les secrets de tournage. On était en tournage déjà, c'est la grosse misère aujourd'hui. Regardez, il y a un club de voitures qui arrive là. Je vous jure, ce tournage, c'est vraiment la misère. Et c'est que des voitures qui font du bruit, ils viennent boire un apéro juste derrière. Bon, on n'a pas eu le choix, on s'est fait virer parce qu'ils ont tout envahi. On est là maintenant. Ça mérite quand même au moins un petit pouce bleu et de s'abonner à la chaîne. Vous voyez, dans les conditions difficiles dans lesquelles je travaille. Ouf. Au niveau des dimensions, c'est un véhicule qui fait 4,54 m de long, 1,90 m de large sur 1,64 m de haut. On a le toit vitré aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un grand panoramique comme on peut retrouver chez les concurrents. J'aurais peut-être bien aimé qu'ils développent ça et que ce soit vraiment beaucoup plus vitré à l'intérieur, mais il est ouvrant sur celui-ci. On a un empattement de 2,74 m. Et au niveau du poids, on sera entre 2100 et 2200 kg selon les versions. Au niveau des packs de batterie, ce sera toujours un pack de batterie qui fera la même taille en longueur et en largeur. Ce sera juste sur l'épaisseur que ça va jouer et sur le nombre de cellules qu'on retrouvera à l'intérieur. Donc comme je vous disais, 2 packs de batterie. Elle sera disponible en 6 couleurs. On peut le voir, il y a le bleu très spécifique qui était sorti sur la 408 et autres, qui avait amené ce côté waouh, et ce bleu ici qu'ils ont appelé le bleu Ingaro, que je trouve assez joli, avec cette couleur un peu gris bleuté.
mais c'est vrai que niveau palette de couleurs, il n'y a pas grand chose. On n'a même pas le rouge qui était une des couleurs qui était marquante vraiment sur l'ancien 3008 que j'aimais beaucoup. Au niveau des jantes, on ira du 19 au 20 pouces. Cette fois-ci sur l'avant, je vous en reparle après, mais on retrouve une nouvelle signature lumineuse comme à l'arrière. Il y a pas mal de choses qui évoluent sur cette auto. On a parlé batterie, on va parler recharge également. On a le chargeur 11 de base, 11 kW. On peut avoir du 22 en option et on pourra monter jusqu'à 160 kW sur la charge rapide. La nouveauté qui arrive également, c'est le V2L, c'est-à-dire le véhicule to loads. Lorsqu'on branche un adaptateur dans la prise, on peut recharger ou utiliser des équipements en 220 volts comme une petite plancha, une lumière, ce que vous voulez. Une sono si vous partez en week-end avec des copains ou faire une teuf, vous pouvez brancher 220 volts sur la batterie. Sur la partie avant, sur le haut, on a toujours les caméras dans le pare-brise qui vont nous servir pour les aides à la conduite, double essuie-glace avec les bus directement intégrés au balai pour le nettoyage, un capot bien appelé ensuite, un petit peu arrondi sur la fin et surtout quelque chose qui se démarque vraiment chez Peugeot. On connaissait ce bandeau noir à l'arrière entre les deux feux arrière, maintenant il arrive entre les phares avant également pour amener ce côté un petit peu plus large de la voiture où on retrouve le 3008 avec la nouvelle écriture de chez Peugeot. Sur les extrémités, on peut retrouver la nouvelle signature lumineuse, 3 fois des bandeaux et également 3 fois 3 LED. Donc une là-haut, une là, une là. Donc c'est vraiment séparé ici, mais en vrai, c'est un seul bandeau qui est juste séparé par une petite partie plastique sur l'avant. Et ensuite, 3 petites griffes sur le haut dans le bloc optique. Et on a cette fois-ci même des feux Pixel LED avec du feu matriciel. Hâte de tester ça de nuit. On n'a pas pu tester vraiment puisqu'on était en ville. Vous allez voir dans la vidéo, on fait une partie de nuit où on vous montre l'habitacle, à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est vraiment nouveau, c'était bien plus remonté. À l'époque, j'aimais énormément le fait que ce soit assez bas et que ce soit long sur le côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez cette version ou les anciennes où c'était en bas? J'avoue que moi, une griffe, ça faisait quelque chose vraiment bien. Là, je trouve que c'est beaucoup trop haut, mais bon, après, chacun ses goûts comme on dit. Sur les côtés, on retrouve toujours cette partie qui faisait, vous savez, la partie triangulaire ici sur le 3008 précédent, mais qui avait le croc directement sur le côté. Là, ils l'ont redéporté également pour garder ce style 3008, mais ça ne sert à rien, il n'y a pas de rideau d'air, c'est juste pour faire joli. On a des lignes très marquées, on peut le voir là, des entourages qui reviennent sur la calandre, et cette calandre également, nouveau avec le Peugeot ici qui est un petit peu flottant sur ce logo, un petit peu comme on retrouvera sur l'écran à l'intérieur. Une caméra à l'avant, on n'a pas le Night Vision sur cette version. Et une calandre donc qui s'étire petit à petit avec des petites facettes de couleurs qui deviennent de plus en plus larges pour se fondre à la calandre sur le côté. Support de plaque qui est intégré directement sur cette partie. Un gros capteur ici pour les aides à la conduite et ensuite des parties avec des grilles qui s'ouvrent pour aller refroidir le pack de batterie si besoin. Une petite lame sur l'avant qui est assez travaillée. Et pas d'entrée d'air non plus pour les rideaux d'air sur les côtés ici. On retrouve des capteurs pour le stationnement, plus une caméra avant, une caméra arrière. On en retrouve tout. Ah si, on a des petites caméras également sur les côtés. Donc cette fois-ci, ça nous fait un vrai 360, pas comme avant où c'était avec la caméra avant arrière que ça crée justement. Sous le capot ici, donc, on n'a pas malheureusement de frunk et pourtant on avait un petit peu d'espace. Peugeot, ça peut être la petite amélioration à faire et capot sans les vérins, mais voilà à quoi ça ressemble juste en dessous. Et pendant qu'on parle de capot, je vous ai parlé des versions électriques, mais il existera également la nouvelle version 136 chevaux avec le nouveau moteur 1,2 litre PureTech qui a évolué, qui n'est plus le même qu'avant avec la courroie, tout ça. C'est devenu une courroie par chaîne avec une nouvelle boîte de vitesse, c'est plus la EAT8, c'est une boîte double embrayage à 6 rapports qui évolue vraiment, qu'on a essayé sur le C5 Aircross d'ailleurs, que je vais essayer très bientôt sur la nouvelle 208. Et en fait, c'est le moteur qui va se répandre le plus chez Peugeot, puisque l'avantage, c'est qu'il a une micro-hybridation, 136 chevaux, ce qui est largement suffisant, et des consommations qui avaient l'air très très intéressantes sur le C5 Aircross. De ce côté-là, sur le côté, pareil, pas mal d'évolutions, mais surtout, on va le voir, cette nouvelle 3008, c'est une fastback, ce qu'ils ont appelé fastback, parce que ça se coupe ici sur l'arrière. C'est pas une vraie coupée, ils ont décalé un petit peu. Alors, l'ingénieur nous a dit que vous voyez la ligne qu'il y a là. Ils ont rajouté ça, et c'est ça qui faisait que c'était un fastback parce que c'était décalé juste là. Pourquoi pas? Bon, l'avantage serait qu'ils n'ont pas coupé directement sur la vitre arrière, c'était décalé, et là on a cette partie qui est assez jolie. Et surtout, moi ce que j'adore, c'est cette partie ici là. Vous coupez ça, c'est un truc que j'adore sur cette Peugeot. Le reste, après on peut en rediscuter, mais ça j'aime beaucoup avec ce sorte de spoiler aileron arrière avec des oreilles de chat sur les côtés qu'il avait été amené sur la 408.
mais là ils l'ont évolué. Alors ça ressemble plus à un truc de Batman cette fois-ci, c'est beaucoup plus stylé. Et on n'a pas d'essuie-glace arrière, ils ont fait un truc avec des flux d'air qui passent. Bon, on en reparle sur l'arrière. Ça, c'est une partie vitrée également. Donc cette grande pièce ici, avec du verre partout. C'est plutôt joli. On n'a pas d'éléments chromés, on a juste cette bande ici qui vient faire toute la partie haute. Une antenne type requin sur le haut. Les montants ici, pareil, sont en noir. Pas de chrome. Des poignées type frigo, très basiques. Les rétroviseurs, bon ça on a l'habitude. Petite nouveauté, c'est ce badge également sur le côté pour se la jouer un petit peu à la Ferrari avec cet écusson. Mais cette fois-ci, c'est pas un cheval, c'est un lion. Bon, qu'est-ce qui est le mieux, le cheval ou le lion? Sur les côtés, au niveau des arches de roue, on peut le voir quelque chose d'assez spécifique, quelque chose que je n'avais jamais vu. En fait, c'est bombé ici, c'est recreusé et c'est rebombé. Ça a été fait pour essayer de donner l'impression d'avoir des roues encore plus grandes et d'arrondir ces parties. Puisque au final, comme la voiture est assez grosse, on a des jantes qui sont seulement en 20 pouces. On aurait pu mettre plus gros puisque sur les concepts, ça avait été designé en vraiment très très grandes jantes pour les écarter également en 4 coins avec des porte-à-faux qui sont assez courts. Des jantes avec toujours ce modèle disruptif que Peugeot aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un petit peu aéro à certains endroits, pas trop à d'autres. Voilà, on retrouve les nouveaux centres de roues également qui étaient apparus sur la 308, que je trouve vraiment très joli, avec l'étoile plus le nouveau logo, des pneus Ipremacy sur cette voiture et ces arches qui sont peintes ici, qui font le tour avec cette partie bas de caisse également peinte en noir laqué. Et sur l'arrière, on retrouve exactement le même concept, donc avec c'est creusé, puis ça ressort, pour redonner des lignes et amener un petit peu plus de look à cette voiture. Sur la partie arrière, on le voit, donc là on a une petite sorte de mini queue de canard ici pour jouer un petit peu sur l'appui aéro, et des lignes très droites. Gilles Vidal nous avait expliqué lorsqu'on a fait une voiture que je vous présente plus tard, parce que j'ai pas le droit de vous en parler encore, mais que des lignes droites c'était beaucoup mieux pour les flux d'air. Donc là ils ont repris une ligne droite pour casser justement directement l'air et le fait que ça joue un petit peu mieux sur l'aérodynamisme. Partie arrière, donc nouveauté sur le haut, donc là les petites oreilles de chat comme ils appellent, donc qui sont plus fines que sur la 408, l'antenne type requin, et cette partie ici où il y a un rideau d'air qui va passer à travers cette partie d'aileron pour pouvoir faire déperler l'air. Il y a plein de petits plots à l'intérieur, mais petits pour que ça joue justement à guider les flux d'air pour que ça fasse déperler la pluie. Alors ça ne le fait pas à faible vitesse, il faut rouler quand même assez vite pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. J'aurais préféré un essuie-glace caché à l'intérieur qui puisse balayer parce que je préfère quand c'est vraiment propre. Et lorsqu'on roule beaucoup, vous savez, même si l'eau coule, il reste quand même de la saleté dessus. Donc moi je suis quand même fan de l'essuie-glace. Partie ici donc un petit peu de queue de canard et une partie relativement droite, c'est vraiment là coupé tout droit. Très vertical. On a toujours ce bandeau ici Peugeot pour étirer. La partie arrière est toujours posée de plus en plus, même si cette fois-ci elle est vraiment beaucoup plus haute que d'habitude. Ensuite on retrouve les nouvelles signatures avec 3 griffes, toujours, mais cette fois-ci inclinées. On a plusieurs choix au niveau des optiques arrière, ce sera comme à chaque fois. Les versions les plus entrées de gamme, ce sera différent. Des petits creux un petit peu partout et pareil, quelque chose assez en relief sur cette partie. Le nouveau badge 3008 également avec la nouvelle écriture et le nouveau E juste ici pour le i 3008 puisque version 100% électrique. Partie extrêmement droite ensuite, très lisse avec juste un petit pli ici qui aurait pu être plus marqué. Vous allez voir, pour ouvrir le coffre, on en reparle après. Ensuite cette partie ici qui rappelle un petit peu ce qu'on a à l'avant en gris plus clair. Et ensuite une partie noire où tout est peint sur cette version GT. C'est plutôt joli, pas de plastique brut apparent, plaque matriculation, caméra de recul, les anti-brouillards plus bas sur l'arrière. Par contre, également, le troisième feu stop se situe ici, juste au-dessus du Peugeot et pas tout en haut. C'est la première fois que je vois un troisième feu stop aligné comme ça, il me semble. C'est assez rare. Pour aller ouvrir le coffre, il faut glisser sa main ici. Alors si vous avez des gros doigts, ça va pas être très agréable. Et également, lorsqu'on va venir ouvrir ici, on sent qu'il y a un pli de peinture qui a été fait. Et on le ressent un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu coupant. Ensuite, on a un coffre avec un volume de chargement de 520 litres et 420 litres seulement pour les versions dual moteur où il y aura un moteur à l'arrière donc qui prendra un petit peu de place. Donc on a un plancher qu'on peut mettre sur 2 niveaux, on peut avoir en dessous un petit peu d'espace encore et au fond on a encore un bac où on va pouvoir ranger par exemple ces câbles de rangement. Par contre le frunk là pourrait être un vrai avantage. On a tout petit bac sur le côté où je pourrais ranger une petite boîte comme ça et encore elle passe à peine et voilà pour le coffre.
d'accord, je le fais vite, je me dépêche parce que sinon je sais que vous allez m'engueuler. J'ai pas le choix. Voilà. 520 litres, ça va, c'est quand même assez spacieux. On a une plage ici en dur, des LED sur le côté et également on a ça là. Alors pour quand je relève cette plage arrière pour aller chercher mes câbles par exemple, ça va venir la bloquer grâce à des petites parties ressort. Une prise 12 volts là, la banquette qui se rabat en 40, 20, 40, fixation top taser isofix sur les deux sièges d'extrémité. Bon allez, venez, je vais vous présenter l'intérieur. Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce que ça donne lorsque je rentre dans ce 3008 ? J'avoue que j'ai envie de rentrer assez rapidement, parce qu'aujourd'hui il ne fait pas très beau. Alors déjà, la banquette n'est pas très haute, donc il faut relever tout de suite l'appui-tête. Au niveau de la portière, alors, la portière partie haute en plastique, comme d'habitude. Ensuite, ce tissu qu'on va retrouver au niveau des sièges à l'avant et sur la planche de bord. Et ensuite, du plastique dur jusqu'en bas avec une sorte de simili-cuir au niveau de la coudoir. La petite commande de fenêtre qui ne s'ouvre pas jusqu'en bas, malheureusement. Moi, j'aime bien quand ça va tout en bas. Donc, pour mettre son coude, ce sera un petit peu moins pratique. On a un petit crochet juste ici pour accrocher les cintres ou les vestes. Au niveau des genoux, j'ai un petit peu d'espace. Au niveau de la tête, donc moi, j'ai 1m80 m. Là, comme ça va. Si je mets un peu en arrière, par contre, comme ça reste une version coupée, même s'ils ont décalé un petit peu cette ligne de toit coupée, eh bien, ça reste tout de même... moi, je viens taper en arrière, là-bas. Plutôt que l'appui-tête, sinon, il faut que je me glisse un peu là. Et là, je serai reposé sur l'appui-tête. Donc, pour les grands, vous allez peut-être être un petit peu à l'étroit au niveau de l'espace à la tête. Au genou, ça va. J'ai un petit peu de place sous les sièges. On a un plancher quasiment plat, juste avec un tout petit tunnel ici, mais de 2 cm. On n'est pas trop mal, on va dire. On a un accoudoir au centre également. Hop, ici, avec double porte-gobelet, de quoi mettre des stylos ou autre. Il est bien moelleux. Ça va, on a donc tous une poignée ici, les LED sur le côté là. Fixation top taser isofix sur ces deux sièges en extrémité et pas sur celui à l'avant. On a les sièges chauffants sur cette version à l'arrière, sur les deux sièges chauffants d'extrémité. La climatisation ici au centre, mais que je ne peux pas régler moi-même. Une prise 12 volts et deux ports USB-C un petit peu plus bas avec un petit rangement. La place du milieu, elle reste encore assez spacieuse. Alors j'ai les pieds sur les rails, mais d'un côté c'est pas trop gênant. Du moment que j'ai de l'espace au genou ici, au niveau de la tête, ça va. Et pareil, je viens taper sur l'arrière lorsque je me mets vraiment droit et en arrière avec l'inclinaison de la banquette. Là c'est beaucoup plus ferme au niveau du dossier. L'assise reste assez confortable. Les ceintures me gênent pas vraiment, même si elles sont pas montées sur des lanières ultra extensibles. Mais ça reste correct. Après, on peut faire un petit bout de chemin ici. Partir en vacances à 5, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais à 4, on sera quand même relativement bien. On retrouve des filets à l'arrière. Ces parties-là sont moussées également. C'est plutôt joli, on a une belle finition. Là, c'est pas en plastique, sinon sur d'autres versions, ce sera en plastique. Pour les enfants, c'est mieux que d'abîmer cette texture un petit peu de simili-cuir. Allez, je vous montre à l'avant. Alors, à l'intérieur, niveau conducteur. Déjà, première chose qu'on remarque, c'est ce grand tableau de bord, tout éclairé sur la partie haute, en tout cas dans cette version ici où c'est de l'alu, sur les versions GT. Sur les allures, ce sera différent. On a la sonofocale sur les extrémités, également petite partie derrière. Bon, comme vous pouvez le voir, il pleut aujourd'hui, on est content. Allez, pour une fois, je commence par le haut. Là-haut, la petite boîte à lunettes. De quoi ouvrir le toit ouvrant et ouvrir ou fermer le store. Les petites LED qui sont en tactile de chaque côté. Voilà, il faut bien... Ah non, ça va, on peut le toucher partout. Et la touche SOS et assistance sur le haut. Allez, on redescend. La nouveauté sur ce 3008, c'est cet écran ici de plus de 50 cm de diagonale. Et ce qui est très rare comparé à la plupart des autres marques, c'est que souvent c'est séparé entre un écran de ce côté-là qui n'est pas tactile et un écran tactile de ce côté-là. Mais là, ils ont désactivé les parties tactiles à partir d'ici. Ils ont fait en sorte que cet écran, on ne puisse pas le toucher. Par contre, toute la partie de droite, comme d'habitude, ça reste partie tactile où on peut faire ce qu'on veut, accéder au menu. Allez, là sur la touche Home, hop, des raccourcis. On a des pages d'accueil qu'on peut personnaliser, on peut rajouter des pages. Donc ça, c'est ce qu'on retrouvait également sur la nouvelle 308 il y a déjà quelques années, qui inaugurait un petit peu ce nouveau système avec le mur des applications qu'on peut aller chercher de cette façon. Et ça fonctionne un peu comme un smartphone et toujours une touche Home qui nous ramène aux informations qu'on souhaite. On a la clim selon certains menus, on peut avoir le GPS et on peut également personnaliser cet écran ici. Donc comme d'habitude, on touche
ici au bout du commodo, ce qui va nous permettre d'avoir des affichages différents. Et on peut voir que Peugeot a écouté certaines critiques que, moi je trouvais c'était beaucoup trop lent à l'époque, alors que là c'est quand même beaucoup plus rapide et je trouve ça plutôt pas mal. Voici pour les informations qu'on va avoir. De ce côté-là, on retrouve notre jauge de batterie. Donc là, il nous reste 64%, soit environ 300 km annoncés. Le petit Peugeot avec le bleu, blanc, rouge toujours au centre. Le kilométrage de la voiture. Là, on passe la partie de là-bas. Donc ça s'arrête à cet endroit-là. On peut voir que là, elle n'est pas vraiment démarrée. Donc si je la démarre vraiment, hop, voilà. On peut voir les aides à la conduite qui vont s'afficher en haut à gauche à cet endroit-là. Lorsqu'on va rouler, si on est en éco, lorsqu'on accélère, ou en mode power, si on accélère plus fort, c'est une jauge de puissance, ou en charge lorsqu'on va freiner. De ce côté-là, on peut voir qu'on est en parking, que c'est une zone 50, que la voiture est prête, et lorsque je vais passer en drive, puisque maintenant le sélecteur de vitesse est ici, donc c'est le même qu'on retrouvait sur les parties plus basses chez Peugeot, mais sauf qu'il a été déplacé à cet endroit-là. Drive, je tire vers le bas, cette fois-ci je passe en drive, et comme vous pouvez le voir, il y a 3 petites flèches juste ici, où je vais pouvoir gérer ma récupération d'énergie grâce aux palettes derrière le volant, donc sur 3 niveaux. Voilà à quoi ça ressemble, la marche arrière de cette façon, et ça m'affiche des caméras tout autour et la touche parking juste ici. Freinage régénératif grâce aux palettes, on n'a pas de mode B, on peut le voir, on a juste le mode D ou reculer. Le volant, on a l'habitude chez Peugeot, toujours ces petits volants à positionner plus bas, puisque on a toujours cette sorte de virtual cockpit un petit peu plus haut. Il faut aussi faire, franchement, parce que souvent, moi j'aime bien conduire avec le volant haut, et bien là si je conduis avec le volant haut, je suis comme ça, et ça cache la moitié de l'écran. Voilà. Il faut s'y faire. Le volant a évolué également. Regardez sur cette partie, c'est un énorme bloc qui va nous donner les aides à la conduite, donc avec soit l'assist ici, donc avec le régulateur, 2 choix régulateur adaptatif ou conduite de niveau 2. Première fois que j'appuie, ça me donne l'assistance désactivée, le régulateur de vitesse ou le drive assist. Et ensuite à côté, c'est le limiteur que je peux régler. Ensuite, play, pause, c'est pour activer, désactiver. Ça, c'est pour régler pas la vitesse, mais la distance avec le véhicule qui me précède, et la vitesse avec le plus et le moins. Et OK, ce sera par exemple lorsqu'il va lire les panneaux. Si on a 110, ça passe à 130. Vous dites OK, il ira se mettre à 130. À droite, ça va être pour le multimédia avec le volume, la commande vocale. On aura également ChatGPT qui sera intégré. Ils nous l'ont pas mis ici, pas encore, parce que c'est des voitures de pré-série, et décrocher, raccrocher au téléphone et naviguer dans les menus grâce à ça, selon ce qu'on voudra faire, échanger de radio et autres. Donc ça, hop, je peux refermer ici, mais je pourrais le faire de cette façon. Voilà pour le volant, donc toujours creux et creux, donc double branche sur le côté. Derrière, on retrouve la partie essuie-glace de ce côté-là, avec un mode automatique, toujours de quoi régler. La petite touche sur le côté qui va nous donner nos informations de consommation, donc là on peut le voir, sur 57 km, on a une moyenne à 20,6. Pour le moment, on refera un débrief à la fin de cette vidéo, avec notre moyenne. Et de l'autre côté, ce sera les feux. Donc on a bien sûr un mode feu automatique, de quoi mettre les anti-brouillards, les clignotants et changer l'interface des menus de cette façon. On peut avoir le GPS ici et ici, et ce qui permet au moins, lorsque c'est fermé là, si je passe une autre page, eh bien d'avoir quand même le GPS à cet endroit-là. Lorsque je n'ai pas de GPS d'activé ici et que je suis en cartographie, eh bien le GPS va apparaître dans une petite partie sur la partie droite lorsque je vais conduire tout de même. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur comme d'habitude. Sur la gauche, on va avoir de quoi ouvrir le coffre en appuyant 2 fois juste ici et désactiver l'alarme. Ça c'est un truc, alors, je crois que c'est pour mettre les jetons à chaque fois de Cali. De ce côté-là, commande de fenêtre, ça on a l'habitude, ça n'évolue pas hein, comme sur toutes les Peugeot, et verrouillage, déverrouillage du véhicule, ça passe en rouge lorsque c'est verrouillé, la poignée. Ensuite ce tissu, un petit peu comme on avait déjà sur le 3008, avec une sorte de... c'est mi-jean, je sais pas trop comment l'expliquer, mais à toucher soi-même, une partie moussée sur le haut, et cette partie donc qui est en fait gravée sur de l'aluminium et sur une partie anodisée qui est plutôt jolie, qui fait en sorte que ça réfléchit bien la lumière. Et pour la lumière en fait c'est juste une LED qui est cachée derrière, comme vous pouvez le voir sur mes doigts, en fait qui se réfléchit un petit peu partout. Sur le haut également c'est moussé, c'est plutôt bien, et cet écran est en lévitation à cet endroit là. On a une grande partie qui vient jusqu'ici pour les aérateurs, donc un aérateur pour moi, un pour mon ami sur le côté, et un deuxième de ce côté-là. Le pédalier ressemble à ça, grand repose-pied comme d'habitude chez Peugeot,
Ensuite, au centre, on retrouve toujours les high toggle, juste ici avec un écran, la barre qui peut être défilante et on peut personnaliser des choses. Alors hop, non, elle a activé la commande vocale. Chut, 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 dodo. Non, chut, fais dodo. Les aides, on peut avoir les ADAS ici en raccourci si on veut, et également on a les ADAS qui ont une touche raccourci tout en bas de l'écran à gauche, qui est bien pratique par exemple pour désactiver le rappel de l'alerte de vitesse excessive qui va nous embêter sur beaucoup de voitures. Hop, on confirme, on peut retourner à la touche Home. Ensuite, les paramètres de la voiture, mur d'application, les sièges, puisque sur cette version, on a les sièges massants, sièges chauffants, c'est plutôt bien, et chauffage et ventilation, si je veux mettre les sièges chauffants également. J'ai les raccourcis sur l'high toggle ici, ou des petites touches sur les sièges également. Réglage d'ATR, etc. Bon, vous connaissez, raccourci vers la navigation, le téléphone et la climatisation qui peut être assez importante. Climatisation, c'est toujours les mêmes menus qu'on connaît chez Peugeot. Et on a tous les raccourcis ici ensuite, par exemple pour le siège et le volant. Le volant chauffant, on l'active directement d'ici, ce qui est plutôt pratique. Et on peut également régler la climatisation à l'arrière. Est-ce que je veux verrouiller à l'arrière? Parce que si par exemple je suis tout seul ou si les enfants font n'importe quoi, eh bien voilà. Qualité de l'air. Bon, ça c'est juste pour nous dire si l'air est bon. Normalement on est à la montagne, j'espère que c'est bien. Et le préconditionnement, où je vais pouvoir programmer également via l'application sur le smartphone. La boîte de vitesse, je vous l'ai montré. De quoi démarrer. Ici, plus bas, on peut voir que le chargeur par induction est caché tout là-bas. Donc lorsque je conduis, en fait on pourrait ne même pas s'en rendre compte. En fait le téléphone est vraiment tout au fond là-bas. Ensuite on a pour la climatisation des embuages avant, des embuages arrière, recyclage d'air. Éteindre la climatisation complètement et ensuite mettre mini ou maximum directement. Ça c'est les drive modes. Alors hop, vous pouvez le voir comme ça. Les drive modes, on va avoir 3 drive modes. On va avoir le mode normal dans lequel on est actuellement. On va avoir le mode sport qui change également la couleur de l'habitacle et le mode éco, donc qui nous amène un bleu différent également, qui est un petit peu plus bleu Côte d'Azur. Un petit peu comme on est censé avoir, mais pas aujourd'hui. La touche warning en plein centre, le volume pour la radio et c'est la touche mute pour lorsqu'on appuie dessus. Ensuite, on a cet endroit qui est un bac de rangement. Donc, on peut le voir lorsque c'est fermé. On a une grande partie plane et on fait coulisser et on ouvre son bac de rangement. Alors, il est assez profond. On a 2 ports USB-C, un pour la charge, un pour connecter le téléphone en Apple CarPlay ou en Android Auto. On a également le sans fil. La prise 12 volts à cet endroit-là. Double porte-gobelet. La clé, comme on connaît depuis des années dans le groupe, avec le nouveau logo Peugeot. Double porte-gobelet ici. Et ça, qui ne manque pas de rappeler le 3008. Donc toujours avec ce grand bac de rangement profond. Et en plus, il est ventilé. Donc là, je sens de la fraîcheur à l'intérieur. Et toujours cette petite partie que je peux enlever, qui est plutôt pratique si on veut mettre des petites pièces ou autres. Mais ça, ce bac est top si on veut se mettre des petites bouteilles, par exemple, pour l'été. Les sièges donc ressemblent à ça. On peut le voir ici, le logo brodé, enfin pas brodé, mais imprimé directement sur cette imitation cuir. On pourrait presque croire à une Ferrari avec le petit blason comme ça. De ce côté-là, on a de quoi régler l'appui-tête. Les sièges ressemblent à ça, un petit peu capitonnés. Donc on a dit siège chauffant et massant. Vous connaissez mon petit plaisir pour le massage. Et cette partie avant qui s'avance et qui se recule, comme les voitures un peu plus premium, qui reste un vrai plus. La boîte à gants. Ici, grande ouverture. On peut mettre une bouteille d'1,5 litre à cet endroit-là, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, enfin, on a une boîte à gants, on peut le voir là, qui est très très grande. En fait, toute cette ouverture s'ouvre également. Par contre, regardez, lorsque ça s'ouvre, il ne reste plus vraiment énormément de place à cet endroit-là. Et par contre, alors un truc hyper intelligent souvent, c'est ça. Personne ne le met. Il y a de quoi mettre un stylo au cas où pour le constat. C'est très important. Petits détails qui font la différence. Le toit vitré, comme on peut le voir. Il y a un truc que j'adore, c'est ça. Regardez, les gouttes comme c'est beau, comme c'est comme ça. J'adore. Waouh. On fait de la macro. Voilà, on a quasiment parlé de tout. Je vous ai pas montré ça. Là-haut, hop, pare-soleil, éclairage LED en blanc comme en studio. Si je veux me remaquiller, je serai au top du top. Poignée pour tout le monde au cas où. Et puis voilà. Bon allez, c'est parti. Allons essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Bon, et bien c'est parti à bord de ce 3008. Je suis avec Tim ici. Salut. On va partir en balade, voir ce que ça donne. Et là, la voiture est chargée à 79%.
Ils ne l'ont même pas chargé à 100%. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Pour vous donner l'aperçu de ce que ça consomme. On va essayer de remettre tout à 0. Donc normalement, quand j'appuie ici, le trajet 2 est à 0, consommation instantanée, tout était remis à 0. Je reclique pour tout remettre bien. Et comme ça, on va voir un petit peu les consommations. Parce que d'après ce que j'ai entendu, c'était un petit peu varié selon les journalistes. Nouveau bouton qui est ici maintenant. On tire à cet endroit-là. Elle n'est pas vraiment démarrée. Ok, c'est bon, je démarre. Drive de cette façon. Reculer de cette façon. On a les caméras. De jour, elles sont plutôt correctes. De nuit, ça l'est aussi. On voit que c'est plus récent que les anciennes qu'il y avait. C'est correct, ça va. Allez, drive, je suis en drive. On a plusieurs drive modes. On va commencer en mode normal. On testera les différents modes pendant la conduite. Allez, c'est parti. Et première chose, c'est qu'on part dans le silence. Tu vois, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on n'entend pas du tout le bruit piéton. Tu sais, il y a certaines voitures, quand tu es à basse vitesse, tu entends le bruit piéton à l'avant. Ouais. Dans les dernières Tesla, notamment quand tu recules, c'est horrible. Ça fait un bruit de dingue. À basse vitesse, c'est hyper agréable. La suspension, bon, on va voir ce que ça donne après. Ouais. Moi, j'adore ce silence. Pour tous les jours, je trouve ça hyper agréable. Donc, on a version 210 chevaux, un seul moteur, pas la plus grosse batterie qui arrivera plus tard, tout comme les versions 4 roues motrices qui arriveront plus tard. Ils ont lancé ce modèle pour le moment. Je vous referai un essai si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous voulez que je teste la version grande autonomie et la version 4 roues motrices. Mais ils ne se sont pas dit on va mettre la grosse batterie sur la 4 roues motrices. Alors je trouve ça peut-être un petit peu dommage parce que souvent on se dit on met la grosse batterie 4 roues motrices, ça permet d'avoir un plus grand champ d'action avec de la puissance. Et comme deux moteurs ça consomme plus, c'est peut-être le choix que j'aurais fait. Alors test rayon de braquage. Je vous ai donné la valeur tout à l'heure. Tout petit rond-point, on braque à fond. La roue arrière monte sur le rond-point. Ça reste à peu près correct pour ce genre de grosse voiture. Il n'y a pas de 4 roues directrices puisqu'ils se sont dit on a quand même un rayon de braquage qui est assez court. Donc on ne va pas travailler sur les 4 roues directrices. Même si 4 roues directrices, ça reste également un avantage. Tu sais, pour la conduite, tu as été essayé des 4 roues directrices. Ouais. C'est vrai que tu le sens. Au feeling, c'est quand même assez agréable, surtout lorsqu'on fait de la ville et cette impression que ça pivote ou même sur des petites routes, je trouve ça quand même plutôt bien. Donc là, je suis en régulateur adaptatif. Normalement, on a le stop and go, elle va jusqu'à l'arrêt. On va se mettre le mode auto des essuie-glaces. T'as le lane assist aussi, cette Tesla ? Normalement. Et alors, là par contre, j'ai juste mis en assistance comme ça. Drive assist. Okay. Donc là, c'est la voiture qui conduit toute seule. Ce qui peut être bien. Est-ce qu'elle va monter sur le trottoir ? Elle était pas loin. Elle était pas loin. Bon, faut bien sûr garder les mains sur le volant. Après là, c'est pas des vraies lignes tracées, donc comme c'est un trottoir, elle a plus de mal à reconnaître des trottoirs que des vraies lignes. Donc là, je me fais conduire. Ça, je trouve que c'est l'idéal. Est-ce que tu aimes bien toi les aides à la conduite ? Dans les bouchons, c'est génial. Sur l'autoroute, c'est pareil. Ouais, je suis très friand de ça. Sur toutes les voitures. C'est le premier truc que j'essaye quand je vais sur l'autoroute. Pour voir s'il garde bien la ligne. Parfois c'est une horreur. C'est un ping-pong entre les deux lignes. Ouais, donc, tu l'éteins. De plus en plus, les voitures se débrouillent assez bien maintenant. Ouais. Là par exemple, tu vois, normalement il y a les lignes. Moi je sais, je fais énormément de régions parisiennes. J'adore ce truc-là. Le périph', je le prends quotidiennement quasiment. Et dans le périph', ça ressemble à ça. Et là au moins ça vient, ça s'arrête. Et c'est tellement relaxant. Ouais. Et elle repart toute seule. Ça va être 110. Allez, on va essayer de doubler. On va tester l'accélération. Allez, c'est parti. C'est assez vite à 90. Comme d'habitude, on va se faire le test 90, 110 et 130 en espérant qu'il y ait un bout de 130 parce que je crois que dans le sud, c'est assez rare les bouts à 130 km/h ici. Donc, allez. Ok, on fera 90 un petit peu après, on va se faire 110 tout de suite. Il vient de m'afficher un truc, j'ai pas compris.
et il disait changement de voie automatique. Freinage à récupération temporairement limité. D'accord. Là, je me laisse conduire. Est-ce qu'il va bien prendre ce virage? Ah, c'est pas mal. Souvent quand c'est serré comme ça, ils ont un petit peu de mal. Ouais. Je dirais même qu'il avait plus d'avance ici. Il a bien tourné à droite, peut-être un peu trop. Non, c'est pas mal. On peut voir qu'on a un copain qui fait comme nous. On n'entend pas du tout les essuie-glaces, ça j'aime bien aussi. Tu sais, des fois il y a le bruit du moteur d'essuie-glace et tout. Je ne supporte pas, alors que là, c'est assez discret. Et bah franchement à 110 km/h, alors là il pleut, on a les bruits sur le pare-brise de la pluie. Le camion qui s'insère devant, elle ralentit automatiquement. Et on va redoubler. Elle accélère d'elle-même assez franchement. Je pense qu'elle doit se rabattre toute seule si tu mets le clignotant. C'est possible. Alors, on va tester. Hop, je fais comme ça. Elle me dit OK. Je dis OK. Et voilà. Elle se rabat. OK. Alors, ce qui est dommage. Wow. Putain, tu te calmes. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut mettre le clignotant et appuyer sur la touche OK. Et normalement, tu mets le clignotant, c'est que oui, tu veux le faire. Devoir confirmer ce changement de voie, c'est un petit peu dommage. Les bruits de roulement sont quand même relativement bien contenus. Non, on a le store qui est ouvert, donc on a le toit vitré. C'est quand même vraiment bien, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Au niveau des consommations depuis le début, j'aime pas quand même la mettre comme ça. Là, c'est marqué en kilomètres par watt-heure. Ça y est, on a trouvé, c'était assez rapide. Donc là on est à 90, on n'a pas fait de grosses accélérations ou autres, on est à 25 kWh au 100 km pour le moment sur 11 km. Donc c'est beaucoup plus que ce qui était annoncé. On va voir ce que ça donne sur la boucle complète, on va voir combien de kilomètres on va faire, mais l'idéal ce serait d'en faire un petit peu plus. Allez, on va réaccélérer. Hop, allez à fond, let's go. Bon, le côté électrique c'est quand même cool, ça accélère assez bien. Mais j'ai pas trouvé de bout à 130, j'essaye de vous en trouver un petit peu plus long. On va voir le bout 130 avec un petit radar juste après. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le TomTom qui nous indique les radars également. C'est toujours intégré dans les voitures, ça c'est ce que j'aime bien chez Peugeot. À 130, donc ça y va assez bien. Les bruits de roulement sont assez contenus, on commence à avoir un petit peu de bruit du vent. Les aides à conduite sont toujours fonctionnelles. Qu'est-ce que ça donne à haute vitesse? Ça tangue un petit peu. Ouais. Hâte de voir sur les petites routes ce que ça va donner. Les bruits du vent, ça va, sont assez contenus. Et encore. On va fermer ça parce que, comme je l'explique assez souvent, le son ça résonne et quand ça résonne sur des fenêtres, ça revient plus fort à l'oreille. Alors que si on ferme le store là-haut, souvent ça insonorise un petit peu plus l'habitacle. Moi je conseille la plupart du temps aux gens qui veulent faire de l'autoroute, c'est de fermer le store, ça amène un confort acoustique à l'intérieur beaucoup mieux. À 130 c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Dans ces conditions, on peut voir que c'est une bonne voiture. Bon, on est arrivé sur des petites routes. Niveau consommation, ça a bien évolué. On est passé à 20 kWh au 100 km. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand on monte, ça consomme plus. Sur l'autoroute, ça consomme plus. Mais par contre, quand on est sur des routes de montagne, quand on redescend, on crée de l'énergie. Ça, c'est l'avantage de la voiture électrique et des hybrides. Parce que, on recrée une sorte de carburant qui va permettre d'avancer. Donc là, avec des électrons. Mon petite route de campagne, ce qu'on peut faire, c'est passer en mode sport. Hop, petit coup d'essuie-glace. Alors c'est un petit peu gras aujourd'hui. Ah non, pas ça. Ah non, on va essayer de le doubler vite. Est-ce qu'on peut? On peut le doubler. Merci. Hop, yalla.
Donc, il y a un feu juste après. Hop, c'est rouge. Ça c'est le feu qui est bien long. On va reprendre en 10 minutes. Après quelques minutes passées à ce très long feu, c'est reparti. Donc mode sport. Je sais pas si vous avez vu, je vais vous le refaire. Regardez tout l'éclairage d'intérieur donc qui passe du bleu au vert, qui est quand même très visible en journée sur cet aluminium. Donc on n'a pas sur toutes les finitions, seulement les plus haut de gamme. Hop, donc il y a vraiment des travaux. Allez, en mode sport. Alors c'est pas sensationnel, ça accélère bien en fait au moment où ça va enclencher le moteur. Après la poussée n'est pas extraordinaire, donc ça y va, mais c'est pas waouh. Hâte de tester les versions avec les deux moteurs. Peut-être qu'il y aura des versions Peugeot Sport Engineering, je sais plus comment ils disent. Au niveau de la direction, par contre, lorsqu'on passe en mode sport, elle est raffermie. Donc c'est juste une sensation où elle a l'air plus dure. Alors, ça amène pas forcément énormément de ressenti. Là, il faut aller à gauche. Oula. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc, ça la durcit juste un petit peu. On sent que c'est plus lourd que d'habitude. Alors effectivement, on a un pack de batterie qui change radicalement l'aspect de cette voiture. Et limite, je trouve que c'est peut-être même un petit peu trop dur. On a juste l'impression que ça offre une résistance, mais que c'est pas forcément naturel. Ça marche plutôt bien. Le freinage, on a un feeling plutôt correct. On a toujours dans tous les cas une récupération d'énergie en électrique dans un premier temps, et ensuite lorsqu'on va freiner vraiment fort, on va arriver sur les plaquettes. Donc on sentira quasiment pas la transition, c'est limite imperceptible. Après elle s'appuie un petit peu, là c'est un poil gras. Elle prend un léger roulis. Par contre, on sent que ça va avoir tendance à s'ouvrir un petit peu puisque ça se fait emmener par le poids. On le sent vraiment, elle est très contrainte dans les virages. Après, si on y va à un rythme correct, ça va. Mais voilà, en plus c'est légèrement gras aujourd'hui. Mais si... on sent que les pneus ils te disent... on prend un coup quand même quoi. Ouais. Avec ce petit volant, alors c'est assez marrant, moi j'ai toujours un petit peu là parce que souvent on va chercher le volant un peu plus loin, on peut garder les deux mains dessus parce qu'il est vraiment petit. C'est pas une voiture qui va être faite pour prendre du plaisir en roulant vite, je trouve. Je trouve que c'est la bonne voiture du quotidien. En roulant à la cool, c'est assez agréable. Mais pour moi, le mode sport n'est même pas forcément utile. On aurait pu laisser un mode normal. Comme certaines voitures, on a essayé une Volvo là, il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas de mode sport, pas de mode éco, quoi que ce soit. C'est juste un mode qui fait tout. Et au final, ça aurait été limite largement suffisant. Alors, je vous ai pas parlé tout à l'heure du planificateur d'autonomie, c'était tellement le rush sous la pluie et tout, c'était un petit peu galère. Donc tiens, on va se tester un truc. Donc là, on est dans le sud, vers Cannes, on va se tester un Paris. Paris. On va voir combien de temps il va nous mettre. Paris, aéroport Orly, 665 km. Où je suis parti hier. Donc, il me dit 9h53 pour y aller, avec les recharges compris, j'arriverai avec 15% là-bas. J'ai 4 recharges. Ce qui va durer 2h05 de recharge sur l'autoroute. Ça fait quand même du temps. Batterie faible, ok. Bon bah elle m'a quitté. Vous ne me voyez plus que là. Pourtant il reste 50%. Vive les GoPro. Je vous jure j'en ai marre des GoPro, c'est bon. Donc voilà. Et si je fais mon parcours, donc je vais pouvoir y aller et je vais pouvoir régler pas mal de choses. Je peux supprimer également les pauses de recharge si je veux m'arrêter où je veux. Désolé, les GoPro, j'en peux plus. 50% me dit qu'il n'y a plus de batterie. Les deux en même temps, incroyable. N'achetez pas de GoPro, prenez autre chose. Donc voilà, on a dit quand même un assez long trajet. Et si je veux me faire, par exemple, juste le trajet que je souhaite, retourner au domicile, par exemple. Vous arriverez à destination à 12h05. Voilà, là, ça me dit que c'est dans 30 km, j'ai 62%, j'arriverai avec 66%. C'est fort ça quand même. J'ai hâte de voir. Alors, si j'arrive avec 66% là-bas, alors qu'actuellement j'ai 62%,
Je sais pas, les bras m'en tombent. On essaye? Bah, on va essaie, voir. Vas-y, on va voir. J'ai hâte de vous reprendre et vous refaire un débrief. D'ailleurs, débrief consommation. Sur 60 km pour le moment, on a une moyenne à 22,7. Alors, il y a eu un petit peu de montée, un petit peu d'autoroute. Je reprendrai cette voiture si ça vous intéresse, vous faire un test longue durée, voir un 100% de batterie, exactement ce que ça donne. Bon, allez, c'est reparti. Drive et on rentre à la maison de la 3008 pour la rendre. On est sur une petite route où il n'y a absolument personne. On va se tester le 0 à 100, bien sûr, en mode sport, ce qui va nous donner le maximum de puissance. Et c'est parti. C'est pas waouh. 40, Très très long. 50, 60, 77, 85, 90 et 100. C'est assez long quand même. Ouais, pour une voiture électrique aussi grosse, on pourrait s'attendre à quelque chose de dynamique et quelque chose qui va envoyer un petit peu. Hâte de voir la version quand même double moteur. Ça marche un poil. C'est mieux que pas mal d'auto, mais on est quand même aux alentours des 9 secondes. C'est pas fou. Même si on a un petit peu de réactivité, tu vois là. Mais, et même encore, la réactivité, regardez. Je vais jusqu'au bout de la pédale. Et avant qu'il se passe quelque chose, là. C'est assez long, pourtant je suis en mode sport. Et quand je suis en mode normal, ça met encore un petit peu plus de temps, on a quelque chose d'encore moins réactif. Et si je passe en mode éco, le mode éco lui bride énormément la puissance. Et on peut le voir en mode éco. Là je suis quasiment pied plancher, sans aller au kickdown qui me donne quand même toute la puissance. Et le mode éco lui sera vraiment éco, qui normalement vous fera augmenter l'autonomie de la voiture. Et est-ce que ça me l'affiche? Donc en mode éco 290 km, en mode sport 276, donc il anticipe déjà un petit peu. 262. 262, ah oui, c'est parce que 76 c'était peut-être le mode normal, le temps qu'il calcule jusqu'au mode sport. Donc on va retourner en mode normal, qui est le mode bien utilisé au quotidien. Et je vous refais un petit débrief un petit peu plus tard. Bon, également Peugeot a pensé à la récupération d'énergie sur cette voiture, donc comme je vous disais, on a les palettes. Là je suis en récupération minimum, donc sur une zone à peu près plane. Si je relâche, on a un léger freinage moteur. Peut-être le voir selon les modes. Là on peut le voir, ça recharge un petit peu avec la barre verte. Et lorsque j'accélère, c'est la barre bleue qui bascule sur la droite. Donc très léger, comme on va dire un freinage moteur d'un petit moteur 1,2 litre de base, quoi, de chez Peugeot. Et lorsque je vais activer la récupération au maximum avec les 3 flèches, donc là je me remets sur une zone à peu près plane, c'est limite un freinage, comme si on appuyait sur la pédale de frein et qu'on allait décélérer de façon normale, sans appuyer trop fort. Mais on sent quand même cette impulsion vers l'avant à ce moment-là. On va pouvoir l'utiliser en ville. C'est pas un vrai one pedal, il va malheureusement pas aller jusqu'à l'arrêt. Ça peut être très utile lorsqu'on est sur des petites routes de montagne, voir ce que ça donne. Mais par exemple là, si je dois décélérer, je peux l'utiliser comme ça et l'utiliser quasiment comme un one pedal. Mais ça n'ira pas jusqu'à l'arrêt en ville. On se retrouve dans une petite partie de nuit. Je suis avec le collègue Tim. Salut les gars. Qui est juste là. On va faire un petit bout de nuit. C'est rare qu'on puisse le faire sur des essais, mais je suis content de vous le présenter. Donc là, j'ai mis la caméra marche arrière. Hop, on peut voir. Alors, il y a un petit mode nuit. Bon, on arrive à voir quand même correctement vers l'avant. On a quand même les caméras sur les côtés. Bon, c'est comme d'habitude. Ça s'adapte avec l'image. Drive, et c'est parti en mode nuit. Et surtout, on peut découvrir cet habitacle ici, tout en bleu. Ah, je vais sur le T'as roulé sur la lampe. After 110 meter den Turnricht. Comment elle parle, la dame? Ok, j'ai jamais entendu un accent anglais aussi francisé que ça. Il est horrible. Oh mon Dieu. Attendez, je veux juste leur entendre. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Ah bah là, elle parle français. Ok, assez improbable. Bon, on a toujours ce bruit. Tournez à droite, puis vous avez atteint votre étape. On va l'enlever. Bon, le clignotant est quand même très très présent dans l'habitacle. Je pense qu'on peut régler le volume. Mais, ce bleu est quand même assez joli. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est sympa en fait, le système de... Ça réfléchit sur le... Sur la lune comme ça. Ouais. Ouais, c'est plutôt bien. On va voir les feux, on va essayer de trouver des petites routes, si vous voyez là, des petites routes de campagne, voir si on peut tester le système matriciel. Mais on peut voir, c'est assez éclairé, on voit correctement. On peut personnaliser également les couleurs et grâce à mon assistant, on va pouvoir vous montrer différents thèmes. Bon, on a bleu, 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 on va passer directement
au vert. Alors, t'inquiète, laisse-moi faire. le vert est... ok, ouais, si, ça va. Il est sympa. Ok. C'est couleur sable. Ouais, c'est plus un blanc, mais Ok, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est pas content? je pense que tu as franchi la ligne de gauche. Non, c'est peut-être parce qu'il y a un panneau 30. Ah oui, il y a un panneau 30. Et donc, pas content. Alors, par contre, Ah ouais, il n'y a pas tant de choix que ça. C'est bleu, vert ou ce truc entre bleu et vert, quoi. ouais. Très très vert. Ah, ou le vert, vert et vert, vert. Vert, vert. Et ensuite, il y a bleu. Moi souvent, j'aime bien ce bleu-là. Parce que souvent, c'est lui le plus fort. Niveau intensité. Et tu vois, genre, Ouais. c'est celui qui Mais pète tu le préfères plus. pas ce bleu ou ce bleu ou alors ce bleu? Ah, mais c'est beaucoup de choix de bleu. Lequel vous préférez, vous? Bon, on vient d'arriver à l'endroit où il faut rendre la voiture. Je vous fais la conclusion ici parce que bruit, on a sur un aéroport, il y a des jets privés qui décollent juste derrière. Moyenne sur 91 km à 19,3 kWh au 100. C'est monté, c'est redescendu, on a récupéré un petit peu d'énergie. On était dans des conditions correctes, il faisait pas trop chaud, pas trop froid aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas la température, 13 degrés. Ça va, on a mis la clim à 19,5 parce qu'on sortait de la voiture et autres. Ça suffisait. Je me fais toujours masser, ça c'est une bonne nouvelle. Il faudrait que je reprenne cette voiture sur du long terme, voir ce que ça donne sans des routes de montagne et autres, voir sur du plat ou en région parisienne avec du bouchon, du trafic et autres, pour pouvoir faire une vidéo dédiée à cette voiture sur un test plus en détail. On va dire que c'était plus une prise en main, mais même si on a pu voir déjà pas mal de choses. Bonne voiture, agréable à conduire pour la ville, c'est top. Bon, le côté électrique, comme vous le connaissez. Niveau consommation, bon, bah voilà, 19,3, c'est annoncé pour mieux. Ça nous a annoncé 64% en arrivant ici, et bien on est à 55%. Donc, bah voilà, c'était pas forcément très fiable ça. À voir ce que ça va donner sur du long terme. Donc, niveau batterie, etc. Je suis curieux de tester vraiment ce que ça donnera sur du long terme et un essai plus complet. En tout cas, cette planche ici, c'est très joli, c'est agréable. On a toujours cette façon de conduire avec le volant assez bas chez Peugeot, plus cette planche de bord en hauteur. Le toit, j'aurais bien aimé que ce soit plus grand. Après, on a toujours le petit éclairage sur le côté qui est assez joli. L'intérieur est sympa, ce qu'on touche là. À première vue, on est plutôt bien. La sono, par contre, focale. Alors, sur la 408, j'avais trouvé ça top. Sur cette voiture, ça manque cruellement de basse. Je comprends pas pourquoi. Voilà, à part ça, c'est plutôt bien. Et peut-être cet écran qui est embêtant. Le problème, c'est que tout a été fait pour le conducteur. Genre, c'est moi qui gère, tout est tourné vers moi. Et en fait, si je suis en train de conduire, quelqu'un veut changer navigation ou média, en fait, il va rentrer dans mon espace pour venir toucher ici. Et bah, cet écran, pour le passager, il est trop orienté côté conducteur. C'est le petit reproche que j'aurais à faire. Mais souvent, la plupart du temps, on conduit seul ou on peut utiliser les commandes vocales. J'ai hâte d'utiliser ChatGPT, voir ce que ça donne. ChatGPT, ils ont seulement les mises à jour jusqu'au février 2022. C'est pas les versions payantes avec l'actualisation aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses qu'ils pourront pas faire, vous donner des résultats de choses qui sont récentes. Bah, ça peut être utile, mais sinon, on a sur son téléphone, on a Siri, OK Google. Je vois pas forcément trop d'intérêt à ChatGPT, mais ils le mettent là, tout Stellantis commence à le mettre. Pourquoi pas, à tester vraiment en profondeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette voiture. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette voiture, si vous avez bien aimé la vidéo. Le petit pouce bleu comme ça, un commentaire. J'ai vraiment hâte de connaître votre avis sur ce i3008 pour savoir si c'est une voiture qui vous intéresserait. Est-ce que le 3008 en version 100% électrique, ça vous tente? Ou personnellement, moi je serais version 136 chevaux en mild hybride. Ils font pas toujours de vraie hybridation Peugeot, c'est dommage, mais le mild hybride fonctionnait pas trop mal sur le C5 Aircross, donc j'ai hâte de tester et je vous teste ça bientôt sur la 208 également. Beaucoup plus petite voiture compacte sur lequel c'est censé bien fonctionner avec des consommations raisonnables. Bon allez, à bientôt, ciao.